Enfin, pas de bonne fin américaine sans une explosion. Alexander revient chercher Mara, sabote sa machine et commence à s'enfuir. Au passage, vous êtes toujours aussi convaincu que Hunger Games ou n'importe quel film d'action moderne a inventé le principe de bouger la caméra pendant une scène d'action? Je rappelle que le film date de 2002, 6 ans avant Cloverfield. Lorsqu'ils arrivent à l'air libre, une sorte d'explosion de futur se produit, provoquant l'avancée rapide de tout ce qu'elle touche dans le temps. Si ça, c'est pas un fist-fucking des lois du temps dans les règles de l'art, je ne sais pas ce que c'est, et je ne sais pas ce qui l'empêche de sauver sa femme. Et ainsi se termine le film. Vox devient le professeur de tous les Eloïs grâce à sa méga batterie qui fonctionne apparemment en Wi-Fi malgré les distances. Et Alexander montre à Mara et son frère où était son ancienne maison. Après 2 plans assez bien réalisés où le passé et le futur se mélangent, Philby et la bonne font rapidement le deuil d'Alexander et s'en vont vivre leur propre vie. Fin. La morale que ce film veut nous transmettre est qu'il faut accepter que le temps fasse son œuvre, que ce qui est arrivé et qu'on n'y peut rien, mais qu'on peut se construire un beau futur avec ses petites mains. Même si cette morale n'est pas mauvaise en elle-même, le problème est qu'elle n'a rien à faire dans une histoire de voyage temporel qui est justement la situation où aucun de nos actes ne dure pour toujours, et tout est rattrapable. La seule chose qui n'est pas rattrapable sert généralement à donner une leçon de morale constructive au spectateur. Parce qu'en vérité, Alexander fait exactement le contraire. Quand Mara se fait capturer par les Morlocks, suivant le message du film, il devrait accepter sa mort comme un acte nécessaire. Or, il décide de se battre et modifie le cours du temps afin de briser le règne des Morlocks qui doit s'installer à l'avenir. Plutôt que d'accepter la situation, il lutte contre. Cette situation devrait au contraire lui prouver que même 800 000 ans d'évolution de la race humaine peuvent être défaites par un seul homme. Enfin, dans la logique du film en tout cas. Et dans cette optique, modifier le passé et la mort des bas doit bien être possible d'une façon ou d'une autre. De façon générale, ce film est une horreur de par son écriture simpliste, sa morale bancale et ses personnages incohérents ou dont le sens nous échappe totalement. Un divertissement de basse qualité dans lequel Simon Wells ne fait certainement pas honneur à son ancêtre, et n'est certainement pas non plus à la hauteur de la leçon de morale froide et implacable sur l'inéluctabilité de la dégénérescence de la race humaine si elle continue sur cette pente, et la mise en perspective du sens d'une vie humaine dont on sait qu'elle aura une fin, puisque le livre nous montre même la fin du monde impossible à surmonter par une humanité régressée à l'état d'animal. En ce sens, les Eloïs et les Morlocks sont une véritable et honteuse trahison. Certains seraient sortis des abris et d'autres non. Pourquoi? Et c'est ça qu'aurait divisé nos espèces en deux? Sérieusement? Les Morlocks ne représentent rien, aucune raison pour eux qu'ils vivent sous terre ou à l'extérieur de devenir des cannibales sanguinaires. Cette sous-division en plusieurs catégories n'apporte absolument rien à l'histoire, et certainement pas le Uber Jeremy Irons Morlock, tout simplement ridicule avec sa cervelle dorsale et ses capacités télékinésiques, qui sortent de nulle part et, comme tout le reste, n'accomplissent rien de particulier, certainement rien de nécessaire à l'histoire et au message du film. Quant aux Eloïs, ils n'ont rien du peuple simple et primitif qu'ils devraient être. Ils ne dénoncent rien sur la nature humaine. Et ils n'apportent rien au film. Sans parler du fait qu'ils parlent encore parfaitement l'anglais contemporain bien sûr, ce qui est proprement impossible après tant d'années, et n'apporte rien non plus au film. Le héros n'apprenant en effet rien des Eloïs, puisque Mara ne veut rien dire à Alexander, et le frangin ne faisant qu'indiquer où se trouve Vox, qui se chargera lui d'expliquer, avec Uber Morlock, leur donner la parole était tout simplement inutile. On pourrait soupçonner que c'était pour qu'ils puissent entendre le discours d'Alexander, sauf que les 3/4 d'entre eux ne comprennent rien à ce qu'il dit, et au final, aucun d'entre eux ne passe véritablement à l'action, ils se contentent de récupérer tout le monde à la sortie des grottes à la fin du film. Leur inactivité face aux événements qui leur tombent dessus est plus due à la peur qu'à un désintérêt total de leur environnement, comme dans le livre, où il se fiche même de voir l'un d'entre eux se noyer. Ce qui devrait être un commentaire cinglant des travers oisifs des humains devient une simple tribu, disposant pourtant de savoir nécessaire pour bâtir des cités suspendues à des ravins, qui ne servent manifestement à rien puisque les Morlocks peuvent y accéder la nuit, voler une montre et repartir sans enlever un seul Eloïs, sans aucune raison, et préfèrent les attaquer de jour, ce qui devrait être rigoureusement impossible. Ils sont censés être la race qui ne peut pas supporter la vie à la surface à cause du soleil. Pourquoi foutre Dieu irait-il chasser en plein jour? Et si le soleil ne les dérange pas, pourquoi être resté sous terre? Vous gueulez contre les adaptations de Batman que vous ne jugez pas assez fidèles? Croyez-moi, vous êtes bien mieux servis que les fans de la machine à explorer le temps. Surtout en matière de bon cinéma. Peu importe à quel point vous en êtes persuadé, soyez sûr que j'ai raison et vous avez tort. Prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao! De la leçon de morale froide et implacable sur l'inéluctabilité... Oh la vache, quel connard, pourquoi j'ai écrit ça?